Hello tout le monde, vu que visiblement vous avez bien aimé notre vidéo de la semaine dernière sur les excellents joueurs qui n'ont jamais pu jouer en NBA puisqu'ils ont brillé dans d'autres ligues, nous allons maintenant parler des stars lycéennes ou universitaires qui, malgré tout l'avenir glorieux qu'on leur prévoyait, ont connu une voire plusieurs mésaventures qui les ont empêchés d'évoluer dans la grande ligue. Le premier, le plus connu, c'est Len Bias, qui de ce qu'il se dit, parmi les observateurs de l'époque, aurait pu devenir bien meilleur que Michael Jordan. Drafté avec le deuxième choix en 1986, l'ailier disposait de tous les outils, que ce soit le physique, les qualités athlétiques, l'adresse, l'habileté et la science du jeu, mais peut-être que le problème avec du recul, c'est qu'il n'avait pas le mental. Il faut dire aussi qu'à la sortie de sa saison senior à Maryland, Bias tournait à 23 points, à 54% au tir et 7 rebonds de moyenne, tout en ayant raflé des tonnes de récompenses individuelles, de quoi clairement faire saliver la plupart des scouts NBA. Les Celtics ne s'y sont absolument pas trompés, vu qu'une fois que les Cavs ont récupéré Brad Daugherty avec le premier choix, ils ont utilisé directement un pick en provenance de Seattle pour jeter leur dévolu sur Bias. Néanmoins, tragiquement, seulement 24 heures après l'événement, l'ailier fut trouvé à son domicile décédé, à seulement 22 ans, en raison d'une overdose de cocaïne. Visiblement, il avait fêté ça, sûrement beaucoup trop. Forcément, il représente l'un des plus grands what if de l'histoire, dans la mesure où on le répète, il avait tout le package. En plus de ça, il arrivait dans l'équipe championne en titre, les Celtics. Tout paraissait prendre la direction d'une carrière exceptionnelle pour que peu à peu il prenne la place d'un Larry Bird qui, doucement, s'approchait de la retraite dans le costume du King de Boston. Sans lui, la transition espérée chez les Seas ne s'est jamais faite, et finalement, la Maison Verte après ce drame a dû attendre jusqu'en 2008 avant de soulever à nouveau le trophée Larry O'Brien. Avec un attrait moins important pour les drogues dures, Len Bias aurait clairement pu devenir une immense star en NBA, mais malheureusement, cette triste soirée du 19 juin 1986 lui aura totalement gâché le destin qui lui était tracé. Parmi ceux qui avaient un fort penchant pour la poudre blanche, nous avons également Skip Wise, l'un des phénomènes du lycée dans les années 70 du côté de Baltimore. Son talent a permis à sa high school de choper une immense victoire face à DeMatha, le meilleur lycée de l'État, alors mené par le futur Hall of Famer Adrian Dantley. Du haut de son mètre 93, Wise était un arrière ultra costaud, qui pouvait à la fois user de son physique sur ses défenseurs, mais aussi les prendre de vitesse grâce à son explosivité. Il partit directement à la fac de Clemson, et là-bas, avec ses 18 points et demi de moyenne par match, il se montra vite suffisamment bon pour devenir pro après seulement un an en NCAA. Il commença avec les Baltimore Claws, en ABA, qu'il avait drafté, mais rapidement, après seulement 3 matchs de pré-saison, il fut viré, pour un usage trop conséquent d'héroïne. Les Warriors en NBA lui offrirent tout de même sa chance, et même s'ils étaient au courant des dérives de l'arrière, ils se mirent à espérer que la leçon reçue en ABA le remette sur le droit chemin, mais c'était peine perdue. Dès sa première apparition lors du training camp, l'arrière fut à nouveau attrapé en train de se shooter dans le vestiaire. Il fut immédiatement coupé. Quelques semaines plus tard, on lui offre quand même une troisième chance, et Wise reprend la direction de la ABA, toujours en 1975, juste avant la fusion qui lui aurait permis d'évoluer potentiellement dans la grande ligue s'il se refaisait une image. Mais malheureusement, le jeune homme ne s'est absolument pas remis en question, vu qu'au final il ne jouera que 2 matchs en tant que professionnel sous le maillot des Spurs. Et oui, cette fois-ci, il fut interpellé en train de dealer, toujours plus. Pas malin quand devant toi tu as l'occasion de ta vie. Le basket pro c'était définitivement fini pour Wise, qui décida de rentrer chez lui à Baltimore, où pour les mêmes raisons, dans les années 70 et 80, il fit plusieurs passages derrière les barreaux. Il a ensuite passé pas mal de temps à se réhabiliter, en travaillant dans un centre social notamment, et visiblement tout va mieux pour lui, vu qu'à ce jour, âgé de 67 ans, il est encore en vie, et nous n'avons plus jamais entendu parler de lui dans la rubrique faits divers. Néanmoins, cette remise en cause était bien trop tard, et son niveau de jeu, qui pour beaucoup aurait pu le mener jusqu'au All-Star Game, est passé aux oubliettes pour de bon, en raison de son attrait trop fort pour les substances illicites. Dommage, vraiment, on n'a rien de plus à dire. De toute façon, vous vous en doutez, Wise n'est pas le seul à avoir vu sa carrière pro brisée pour des problèmes avec la justice, vu que dans la même veine, nous avons aussi Doug Wren, qui plus récemment, du côté de Seattle, défonçait tout d'un point de vue basket. Régulièrement, il faisait sévèrement taffer des légendes de la ville, comme Jamal Crawford, Brandon Roy ou Nate Robinson sur les playgrounds de Rainy City, et lui aussi, à la base, avait son destin tout tracé vers la NBA. Il était un arrière ultra polyvalent d'1m98 avec un tempérament très dur, très physique, ce genre de mec qui ne lâchait jamais rien et qui trouvait toujours un moyen pour scorer, jusqu'à être placé dans le top 10 des meilleurs lycéens du pays, aux côtés de gros noms comme LeBron James, Carmelo Anthony et Dwayne Wade. Il faut dire aussi qu'il tournait à plus de 22 points, 8 rebonds et 7 passes lors de son année senior, rien que ça, et que tout le monde s'attendait à ce qu'il puisse dominer de la même façon également en NCAA. Mais le truc, c'est qu'à UConn, il fait beaucoup la fête, et l'entraîneur ne lui fait pas confiance. Sur 24 matchs dans la fac, il n'est titularisé qu'à 2 reprises, et les stats ne suivent pas. Les conflits avec le coaching staff commencent, et dès la fin de la saison, la rupture devient inévitable.
Il reprend donc directement la direction de chez lui, dans la fac de Washington à Seattle, et après une saison redshirt très frustrante, le voilà de nouveau prêt à enfiler les sneakers lors d'un match officiel. Là-bas tout va mieux, il est titulaire, il tourne à 19 points et demi par match, et tout le monde s'aperçoit que le talent est bien présent. Malheureusement, son hygiène de vie et son comportement ne plaisent pas du tout. Ren arrive aux entraînements et aux matchs sans avoir dormi, en retard, avec des cernes de 3 km, et peu à peu son niveau baisse. Il se retrouve isolé, pratique un jeu de plus en plus individualiste, et forcément ses minutes et ses stats diminuent. Plutôt que de se remettre en question, il accuse à nouveau son coaching staff, et sa réputation commence à le desservir bien comme il faut. C'est ainsi qu'en 2003, il n'est pas drafté, et la descente aux enfers commence, le joueur multipliant les ennuis avec la justice qui monte crescendo. En 2005, il trouve un contrat en Islande, mais encore une fois, son attitude dérange. Il n'y joue que 2 petits matchs de play-off, tous les 2 perdus, et abandonne alors pour de bon le basket professionnel. Il connaît ensuite des démêlés judiciaires mineurs, jusqu'à ce qu'en 2009, il se retrouve incarcéré pour avoir sorti un flingue suite à un différend routier. Il fut également inculpé 3 ans plus tard pour harcèlement, et clairement, lui aussi fait partie de ses talents gâchés quand l'on voit comment il était capable de dominer tout un tas de futurs joueurs NBA lorsqu'il était au lycée. Aujourd'hui, il semble avoir retrouvé la bonne voie vu qu'en 2021, il est revenu à la fac de Seattle et a obtenu un diplôme en sociologie. Par contre, pour ce qui est du basket, c'est trop tard. Aujourd'hui, le joueur a 42 ans et pour la NBA, il a définitivement loupé le coche. Là, ce qu'on voit à ce moment-là de la vidéo, c'est que pas mal de gros potentiels ont raté leur carrière dans la grande ligue pour des histoires vraiment pas nettes, mais que beaucoup, plus tard dans leur vie, en gagnant de la maturité, ont fini par s'en sortir. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et là où la vie est injuste, c'est que certains semblaient loin de ces histoires de gang ou de règlement de compte, et dans ce cercle-là, bien en tête, il faut que l'on parle de Benji Wilson, considéré alors dans les années 80 par ses proches comme un très bon gamin. Pour faire simple, au lycée à Chicago, on le considérait comme le meilleur lycéen du pays. Du haut de ses 2m01, il était un arrière avec une très grande taille, et beaucoup aimaient le comparer à l'époque à un Magic Johnson avec un jump shot. Il était juste le plus grand espoir all-time de l'état de l'Illinois. Wilson était un perfectionniste, qui ne laissait aucun détail au hasard, et qui prenait le basket très au sérieux. Il avait en plus de ça autour de lui un entourage qui tentait de le protéger de tout ce qu'il se passait dans son quartier de Chicago, que ce soit de l'épidémie de crack ou encore de la violence des gangs. Tout le monde était conscient que son avenir pourrait être doré, et tout le monde œuvrait pour qu'il puisse s'offrir un maximum de chances pour à terme devenir une superstar en NBA. Très vite au lycée, il fait sensation, enchaînant perf sur perf au milieu de joueurs pourtant plus vieux, et attirant les recruteurs de tout le pays. Dès la fin de la saison 1983-1984, après avoir mené son équipe de Simeone jusqu'au titre de l'État, il apparaissait même au sommet des classements, et pour tout le monde, il était tout simplement le meilleur dans tous les États-Unis. Si vous n'avez pas encore compris à quel point son potentiel était exceptionnel, nous espérons que c'est désormais le cas. Sauf que vous l'avez capté, si nous parlons de Benji Wilson aujourd'hui, c'est qu'évidemment tout ne s'est pas passé comme prévu. Papa depuis peu à l'époque, le basketteur était en froid avec son ex et ne pouvait pas voir son fils. C'est là que tout s'enchaîne. Après une dispute avec elle, il bouscula malencontreusement un autre lycéen, qui lui était armé. Il n'en fallait pas plus pour que le ton monte, pour que les choses dégénèrent, pour que Wilson se prenne 2 balles dans l'abdomen et décède dès le lendemain de ses blessures à l'hôpital. Un vrai destin funeste. Notons que Nick Anderson, alors coéquipier de Wilson à Simeone, a ensuite porté le numéro 25 toute sa carrière en hommage à lui. Derrick Rose, issu de Chicago, l'a également porté lors de ses années dans ce même lycée et l'a retrouvé dernièrement au New York Knicks. Ils ne sont pas les seuls, et beaucoup d'autres joueurs originaires de la ville, comme Jabari Parker récemment ou Kendrick Nunn actuellement, portent le numéro 25 en hommage à Wilson. Comme quoi, même aujourd'hui, le drame n'a pas été digéré. Notons que son fils, Brandon, qui avait 10 semaines au moment du décès de son père, est ensuite lui aussi devenu un basketteur reconnu, passé par l'université de Maryland Eastern Shore et devenu pro quelques temps après au sein de l'équipe des Long Island Wizards dans une ligue mineure. Après une transition vers le poste de coach qu'il occupait en exerçant sa profession de policier, il est finalement lui aussi décédé dans un tragique accident de voiture en janvier dernier à l'âge de 37 ans. Dans le domaine des destins brisés, celui de Benji Wilson et de sa famille fait probablement partie de l'un des plus dramatiques. Passons désormais à une histoire un poil plus légère, qui même si elle s'est mal terminée, a eu des conséquences bien moins catastrophiques. Ici, nous allons parler de Lenny Cook, que les fans de LeBron James connaissent probablement très bien. Lui était né en 1982, et avait donc 2 ans de plus que le King. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au lycée, les 2 joueurs étaient constamment mis en opposition tant ils dominaient. Tous les voyants semblaient donc être au vert pour que Lenny et LeBron connaissent par la suite une longue rivalité qui allait perdurer en NBA. Sous nos yeux, nous avions 2 cracks. Cook le premier, vu que dans les rankings, il apparaissait devant James. Le monde était à lui. Mais le souci, c'est que la carrière de celui-ci prit une toute nouvelle tournure lors d'un match estival qui vit s'affronter les 2 prospects. Et oui, le King fit gagner son équipe sur un game winner dans les derniers instants. Cook fut dévasté, tomba dans une grosse dépression, prit beaucoup de poids, perdit confiance, fit les mauvais choix et peu à peu il abandonna totalement la balle orange. D'un coup, tout le monde se mit à l'oublier et les médias n'avaient Dieu que pour LeBron, devenu subitement le numéro 1. Ce fut brutal parce qu'en vrai, jusqu'à ce match, le niveau qu'affichait Cook était exceptionnel, sauf que maintenant c'était le King qui faisait la couverture de Sports Illustrated ou qui voyait ses matchs diffusés à la télé nationale. C'est lui qui était considéré comme l'élu et Cook ne prenait plus que les miettes. Coéquipier au lycée de Joachim Noah, dont il était le modèle, l'ailier était capable de tourner en 25-10
2006 les yeux fermés, et lors du ABCD Camp qui a vu sa chute, il avait compilé plus de 31 points de moyenne par rencontre, éliminant même en demi l'équipe de Melo, avant de choc totalement en finale avec seulement 9 petits points face à LeBron. En vrai, beaucoup croyaient encore en lui après cette défaite, sauf que Cook lui-même n'y croyait plus, puis quand psychologiquement les choses allaient mieux, mal entouré, il fit le pire choix possible. Malgré son niveau qui n'avait plus rien à voir avec celui des années précédentes, en 2022, alors qu'il avait plusieurs propositions en provenance d'universités de renom, et notamment St. John, il décide d'inscrire son nom à la draft, où il est malencontreusement snobé, notamment en raison de son mental douteux et de sa prise de poids. La parure de bijoux et le magnifique costard qu'il avait prévu pour l'occasion n'allaient donc servir à rien du tout. Son destin commence à prendre une tournure désastreuse vu tous les espoirs qui étaient placés en lui à la base. Cependant, il tente de rebondir dans des ligues mineures et Cook retrouve peu à peu son basket, jusqu'à tourner à 29 points et 9 rebonds par match sous le maillot des Brooklyn Kings en USBL. En 2003, cela lui a valu d'être appelé par les Celtics lors de la Summer League, sauf que le jour où l'équipe dut affronter les Cavs, malgré un temps de jeu intéressant lors des rencontres précédentes, il ne rentra pas sur le terrain face à la team du tout jeune drafté LeBron James. Pour lui, c'était la pire humiliation, et définitivement il en conclut que la NBA ce n'était pas fait pour lui. Il poursuivit alors sa carrière en Chine et dans les ligues mineures jusqu'à ce qu'une rupture du tendon d'Achille le pousse à prendre définitivement sa retraite en 2006. C'est en partie en raison de ce qu'a connu Lenny Cook que la NBA en 2005 a imposé au moins une saison entre la sortie du lycée et l'arrivée en NBA, afin que d'autres joueurs ne ruinent pas, comme lui, leur destin en raison d'une inscription à la draft trop précipitée. On se rappellera quand même de ce joueur comme celui qui, pendant un temps, au lycée, était considéré comme meilleur que LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Bosh, Joakim Noah ou encore Amar'e Stoudemire, qui tous ont fini All-Star dans la Grande Ligue. Il n'aura suffi que d'une petite défaite, trop difficile à encaisser pour qu'ils ne suivent pas le même destin que ses acolytes. Parmi les pépites du lycée, il faut aussi que nous parlions de Ronnie Fields, qui selon Kevin Garnett, dont il était le coéquipier, était bien meilleur que lui. Il faut dire qu'avec sa détente d'1m27, il compilait en high school des stats exceptionnelles de 34 points, 12 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 4 contres. Ça fait déjà de sacrés arguments pour l'arrière sur un CV. Fields était également l'une des légendes des playgrounds de Chicago, mais malheureusement, il n'eut jamais l'occasion de prouver en NBA que KG avait raison. Celui que l'on imaginait plus tard dominer la ligue aux côtés des pépites qui étaient Kobe Bryant, Allen Iverson, Mike Bibby ou encore Jermaine O'Neal, qu'il a tous côtoyé au lycée, s'est cassé les vertèbres cervicales à 19 ans lors d'un grave accident de voiture. Sa longue rééducation, mais aussi ses mauvaises notes, ne lui ont ensuite pas permis d'intégrer une fac de première division en NCAA. De plus, même si l'université de DePaul semblait être prête à faire confiance à Fields, des histoires d'abus sexuels suite à son accident et sa descente aux enfers l'ont finalement rendu inéligible au championnat universitaire. Non drafté en 1998, il brillera notamment ensuite en CBA, l'ancêtre de la G-League, au sein de laquelle il a été 2 fois meilleur scoreur, 4 fois meilleur intercepteur et 3 fois All-Star, mais cela ne lui permit cependant jamais d'avoir un shot en NBA. Il s'est alors mis en tête de faire le tour du monde du basket, en passant notamment par la Grèce, la Turquie et le Venezuela, avant de prendre sa retraite en 2007. Au final, Ronnie Fields a vécu une belle carrière, c'est sûr, et beaucoup rêveraient juste de connaître un tiers de ce qu'il a fait en tant que professionnel. Mais sans ce foutu accident de bagnole, nul doute qu'il aurait pu viser bien plus haut. Dans ceux qui sont passés par la NCAA et qui ont fait du dégât, nous avons maintenant Hank Gathers, qui tout simplement était annoncé comme le first pick de la draft 1990. Tous les fans de basket universitaire des années 80 se rappellent forcément de lui, vu que le gaucher tournait tout de même à plus de 28 points et 11 rebonds de moyenne lors de son passage à la fac de 3 ans à Loyola, dépassant même les 32 points et 13 rebonds lors de sa campagne junior. Problème, lors d'un alley-oop réussi lors des quarts de finale de la March Madness en 1990, il tombe dans les pommes sur le terrain. Il est alors directement emmené à l'hôpital où on détecte un grave problème cardiaque, un cœur qui battait totalement de façon irrégulière et qui définitivement mettait sa carrière en danger. Refusant ensuite de prendre ses médicaments car visiblement il se sentait condamné, Gathers a perdu la vie seulement 1 mois avant la draft, pour laquelle, en se soignant, il aurait encore eu de grandes chances d'être choisi en numéro 1. Son ex-coéquipier Bo Kimble, en son honneur, l'année suivante, a rentré un lancer franc de la main gauche, et ce moment reste encore aujourd'hui l'un des plus émouvants de l'histoire de la NCAA. Pour le moment, entre les tueries, les overdoses, les soucis avec la justice, les accidents de voiture, les dépressions et les soucis médicaux, notre vidéo n'emmène pas à grand chose de joyeux. Mais saviez-vous que certains joueurs de talent n'ont eu jamais pu faire carrière en NBA pour des soucis majoritairement d'essence administrative? Là, on pense avant tout à Ray Lewis, qui, ballon en main, à la fac était une arme de destruction massive avec Cal State, vu qu'il tournait à près de 39 points par match à 60% de réussite, tout en ayant réalisé une pointe à 73 unités lors d'un match contre Santa Barbara. Tout cela lui a valu de devenir en 1973 le joueur le plus jeune drafté dans toute l'histoire, après qu'il ait été sélectionné par les Sixers avec le choix numéro 18. Là,
lors d'un scrimmage d'avant-saison, il montre son talent et domine complètement Doug Collins, qui pourtant était l'une des stars de l'équipe US olympique qui avait participé aux Jeux de Munich un an auparavant. Concernant le niveau de Ray Lewis, il y avait donc de quoi se hyper, mais au moment de la pré-saison, un gros conflit explose entre lui et son équipe de Philadelphie. D'un côté, lui aurait mal pris que malgré les promesses, on ne lui offre pas directement un contrat garanti avec du temps de jeu, tandis que du côté de Jin Chu, coach des Sixers, on expliquait que le gamin ferait bien de dégonfler son melon, de s'asseoir pendant un an et de mûrir un peu avant de réclamer quoi que ce soit. Le tacticien avait une mentalité à l'ancienne qui ne plaisait pas à Lewis. Il s'est alors barré en claquant la porte, clamant à qui voulait l'entendre que la NBA tentait de le boycotter. Ouais, il s'est peut-être surtout vu trop vite. Puis le truc en plus, c'est que malgré une proposition en ABA chez les Utah Stars en suivant, il n'a jamais pu signer, vu que légalement, c'était encore les Sixers qui détenaient ses droits. Le joueur se retrouvait alors dans une situation où il lui était impossible d'évoluer quelque part en tant que professionnel, et le problème c'est qu'il a complètement arrêté de s'entraîner. En 1975, soit 2 ans après sa draft, il reçut une nouvelle invitation de la part de la franchise de Philadelphie, qui espérait qu'il ait mûri, mais le joueur, devenu alcoolique et ayant pris beaucoup de poids, n'était plus que l'ombre de lui-même, et une nouvelle fois il ne passa pas le cut. Quand on voit ce qu'il était capable de faire en NCAA, on ne peut que penser que la NBA est peut-être passée à côté d'une grosse pépite. Malheureusement, Lewis n'avait peut-être pas le mental d'un professionnel. Il lutta ensuite contre la dépression et l'alcoolisme pendant la majeure partie de sa vie, avant de décéder des complications liées à un AVC et à une amputation d'une jambe infectée lors de ses séjours dans la rue. Comme quoi, même si au départ les embrouilles sont parties d'un désaccord administratif, la fin ne s'est pas avérée beaucoup plus joyeuse pour Raymond Lewis. Enfin, nous allons finir avec 3 joueurs, Bill Spivey, Sherman White et Roger Brown, qui ont subi les dérives de Jack Molinas, probablement le plus gros mafieux que la NBA n'ait jamais connu. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Molinas, lui, c'était un joueur de la Grande Ligue qui est passé par les Fort Wayne Pistons. Souci, il se fit très rapidement bannir à vie pour s'être fait choper en train de parier contre sa team lors des matchs auxquels il participait. En gros, il misait sur la défaite et lui, accompagné de plusieurs coéquipiers qui étaient complices, jouait le pire basket de sa vie. Les multiples suspensions qui ont suivi sont probablement au moins partiellement responsables de la défaite de 1955 des Pistons de George Yardley en finale NBA contre les Nationals. Mais bref, revenons à notre bon vieux gangster de Molinas, qui malgré son bannissement de la ligue n'avait pas prévu de retrouver le droit chemin. Son nouveau cheval de bataille, parcourir tous les campus universitaires du pays pour soudoyer les joueurs et leur offrir en échange argent et prostituées. Lui qui en NBA ne touchait que 10 000 $ par an, s'est mis à encaisser plus de 50 000 $ par semaine grâce à ses combines, mais il n'a pas fallu longtemps avant que le scandale n'éclate au grand jour. Au final, 32 joueurs impliqués, qui pour quelques billets verts reçus, rarement plus de 200 $, ont définitivement vu les portes de la NBA se refermer devant leur nez. Parmi eux, les 3 plus notables sont les 3 que l'on a cités plus tôt, même si Connie Hawkins a eu chaud, vu qu'il est passé en appel au tribunal où il a été blanchi, avant de devenir Hall of Famer et de vivre la carrière qu'on lui connaît aujourd'hui. Par contre, les 3 autres n'auront pas eu la même chance, à commencer par Roger Brown, qui lui, au moins, a pu aller en ABA avec les Pacers, où il a été 3 fois champion et 4 fois All-Star, avant d'être finalement introduit au Hall of Fame lui aussi. Même s'il a dû stopper sa carrière à 32 ans, 1 an avant la fusion ABA-NBA, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir rebondi, même si malheureusement pour les fans, il n'aura jamais pu mettre les pieds dans la grande ligue. Sherman White, lui, dut se contenter de ligue mineure, avec la sale impression de s'être fait manipuler par Molinas, qui selon lui aurait largement profité de sa jeunesse et de sa naïveté pour gagner de l'argent sur son dos. White, c'était un pur scoreur, qui tournait à près de 28 points par match à la fac, et tout ce que Molinas lui demandait, c'était de gagner, en échange de 100 $. Persuadé qu'il s'agissait d'une prime et qu'il agissait dans la légalité, l'étudiant explique avoir accepté, mais rien à faire, naïveté ou non, jeunesse ou pas, la NBA avait rendu son verdict, et la loi était la même pour tout le monde. Il a même passé 8 mois en prison, et beaucoup s'accordent à dire que l'intérieur aurait pu faire une carrière de All-Star, lui aussi en NBA. C'est la même chose pour Bill Spivey, qui lui était peut-être l'un des meilleurs joueurs universitaires en ce temps, vu que du haut de ses 2,13 m, personne ne pouvait l'arrêter. Élu MOP du tournoi 1951, il avait mené Kentucky jusqu'au titre grâce à une énorme performance de 22 points et 21 rebonds en finale, des chiffres quand même très parlants. Cependant, ce fut son dernier fait d'armes, et même s'il n'a jamais avoué et que la justice l'a finalement acquitté, la NBA, elle, n'a pas lâché, et vu qu'il était impliqué, elle ne lui ouvrit jamais ses portes. Spivey ne joua alors jamais plus au basket en compétition, et clairement, son destin de potentiel star de la Grande Ligue a largement été gâché par les magouilles de Jack Molinas. Notons pour finir que ce dernier, un peu plus de 20 ans après, en 1975, n'a finalement pas connu un meilleur destin. Toujours bien impliqué dans les histoires d'arnaques, de paris et de trafic, après ses 5 ans passés derrière les barreaux, il termina assassiné dans son jardin à Los Angeles par la mafia, à qui il devait visiblement plusieurs centaines de milliers de dollars, on ne se refait pas. Dommage quand même pour Brown, Spivey, White et la trentaine d'autres joueurs impliqués, qui à cause de lui n'auront jamais pu faire rêver les fans de la Grande Ligue. Encore une fois,
des destins brisés, on aurait pu vous en trouver d'autres, et pour ce qui est des joueurs jamais passés par la NBA, il nous reste encore à parler de ceux qui toute leur vie ont brillé majoritairement sur les playgrounds, et les concernant aussi, il y en a des choses à dire. Si vous voulez un autre volume qui nous permettrait d'aborder leurs histoires, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires d'ailleurs. Nous aurions pu également nous attarder davantage sur des joueurs comme Benji Wilson, Lenny Cook ou même le fameux Jack Molinas, alors pareil, si un portrait plus détaillé vous intéresse, faites-le nous savoir, il suffit de nous l'écrire et d'exploser la barre de pouce bleu, pour ça on compte sur vous. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.